Bonjour à tous et bonsoir. C'est le moment de l'interview, pardon, je perds mes moyens, c'est peut-être parce que Bernard Clerfailly est en face de moi, le député bourgmestre de Schaerbeek. Bonjour donc. Bonjour. Je voudrais tout d'abord parler avec vous de cette petite bombinette où on a appris que Laurette Onkelings, qui d'habitude tirait la liste socialiste aux élections communales, avait décidé de jeter l'éponge. Elle ne sera pas candidate bourgmestre à Schaerbeek en 2018. Alors c'est une surprise, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle? C'est son choix. Elle décide de ne plus être tête de liste, d'être sans doute à la fin de la liste pour pousser la liste socialiste. Elle sera encore, semble-t-il, candidate aux élections à Schaerbeek. Voilà, je ne sais pas, c'est son choix. Elle souhaite se consacrer aux autres fonctions qu'elle occupe à la Chambre pour son parti. C'est peut-être un hommage qu'elle rend à la majorité, je ne sais pas, en disant que la majorité fait du bon travail. On a dit souvent qu'elle était un peu comme un repoussoir par rapport à la majorité, qu'on ne voulait pas avoir les socialistes dans la majorité tant que Laurette Onkelings était à la tête du PS schaerbécois. Est-ce que ce sera mieux avec Rachid Madral, Nawal Benamou ou Ahmed Laouej? Écoutez, l'important, ce n'est pas de jouer des petits stratégos, des effets tactiques comme ça. La question, c'est est-ce qu'à Schaerbeek, on mène une bonne politique? Est-ce que les citoyens sont contents? Est-ce que la majorité fait du bon boulot? Est-ce que les partenaires s'entendent bien? Est-ce que les partenaires ont un même projet? Et est-ce que la majorité avance et fait avancer les Schaerbécois? C'est ça qui compte au quotidien. Et ce sera ça le thème de la campagne électorale. Les jeux d'appareil font partie de la vie politique, certes, mais à mon avis, ce n'est pas la question que se posent les citoyens au quotidien. De toute façon, on en reparlera en 2018. Et on en reparlera certainement, vous ferez sûrement des sujets là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, les sujets aussi de ces derniers jours, de ces dernières heures, c'est sur la sécurité à Bruxelles. Le procureur du roi de Bruxelles, Jean-Marc Meyer, se plaint dans une interview dans le Tate ce matin des efforts demandés à la police bruxelloise en matière de terrorisme. Et il dit qu'il faudrait peut-être mieux créer une vraie police antiterrorisme spécifique. Est-ce que c'est une bonne idée d'après vous? Oui, en fait, il existe une police antiterrorisme spécifique. Elle existe. Simplement, elle n'est pas assez staffée parce que depuis un an, on a un accroissement gigantesque des enquêtes de terrorisme. Et donc, cette police terrorisme qui existe, dont on a entendu parler, qui s'appelle la DR3, n'a pas assez de personnel. Et donc, on réclame des enquêtes de terrorisme à la police judiciaire nationale qui s'occupe des autres phénomènes du grand banditisme, du commerce de drogue, de la traite des êtres humains. On lui prélève des ressources pour le terrorisme, elle n'a plus le moyen de s'occuper de ça. Et on demande aussi aux polices communales, locales, de s'occuper de terrorisme, c'est-à-dire d'affaires qui ont un niveau supralocal, qui ne concernent pas les quartiers ou les communes, qui concernent des phénomènes globaux. Et donc ce qu'il dit simplement, c'est qu'il faut mieux staffer la police antiterroriste nationale, fédérale, parce que le terrorisme, on l'a vu, c'est des gens qui, il y a 2 ans, étaient à Anvers avec Sharia for Belgium, puis qui étaient à Verviers. Verviers était la matrice des attentats de Bruxelles, de Zaventem. Ils sont allés à Auvelais, à Charleroi. Il est logique qu'il y ait une seule police fédérale qui s'occupe de tous les phénomènes de terrorisme pour mieux exploiter l'information du pays et l'information qui vient de l'étranger. Avec le risque qu'on aille chercher des gens, malgré tout, dans la locale. La question, c'est qu'il ne faut pas déforcer les polices locales, parce que nous, nos enquêteurs locaux, on a un petit nombre d'enquêteurs locaux qui font la lutte contre la criminalité locale. L'arrachage de sacs, le petit commerce de drogue, des problèmes de violence intrafamiliale, tous ces problèmes-là sont traités au niveau local. La petite criminalité est traitée au niveau local, la grande criminalité est traitée au niveau national, fédéral, et actuellement, ce que dit le procureur du roi, c'est qu'il n'y a pas assez de policiers dans les équipes qui luttent contre le terrorisme et qu'il ne faut pas les prélever dans les polices locales. Donc vous êtes sur la même longueur d'onde que lui. Est-ce que vous êtes encore sur la même longueur d'onde que lui quand il dit que les bourgmestres travaillent encore trop de manière séparée? Je ne pense pas qu'on travaille de manière séparée parce que les contacts, en tout cas, ce sont les commissaires en chef qui coordonnent plusieurs bourgmestres, des zones de police de plusieurs communes et qui, à mon avis, se coordonnent, en tout cas d'après l'information que moi j'ai, se coordonnent de la meilleure manière possible qu'ils soient. Ils se voient pratiquement toutes les semaines et il n'y a, de ma part en tout cas, et je ne connais pas de retenue, de différence dans la manière dont on laisse nos policiers s'occuper de ces phénomènes. Pourtant, j'ai un exemple de mauvaise coordination. On pourrait dire, quand votre zone de police, Schaerbeek et vers Saint-Josse, dit qu'il ne faut pas s'occuper des grands écrans pendant l'Euro, et que finalement Saint-Josse décide de faire un grand écran Place Rogier, et donc avec des policiers qui doivent venir de votre zone. Et d'abord, le football, c'est le football, on aime tous le football, et des grands écrans, il y en a eu partout. La seule question qui se posait, c'est dans quelles conditions faut-il les organiser? Nous avions décidé dans la zone de police de le faire de la manière qui réclame de l'organisateur, qui va faire de l'argent en vendant des boissons, etc., au public qui viendra, de payer les frais de gardiennage et de protection de l'événement. C'est le cas pour les grands écrans qui ont eu lieu à Schaerbeek ou ailleurs. C'est l'organisateur qui a payé les frais.
Mais dès l'instant où un bourgmestre a voulu faire un écran géant dans l'espace public près du centre-ville et qui a requis des forces de police importantes, il est logique et légitime que ce soit payé par l'organisateur. Et c'est le seul petit conflit ou le seul petit débat qui est avec le bourgmestre de Saint-Josse. Et donc soit c'est l'organisateur qui payera, soit c'est la commune de Saint-Josse qui a autorisé l'événement qui payera les frais de présence policière supplémentaire qu'on a retirés des autres missions de police sur le territoire. C'est un couac, pas plus, c'est ça. C'est une petite divergence, mais c'est logique que celui qui réclame des missions particulières, supplémentaires, en assume les frais. Sinon, chacun peut demander toujours plus à la police et elle n'a jamais assez de moyens pour répondre au téléphone quand on l'appelle. Il y a une commission d'enquête sur les attentats encore aujourd'hui et cette commission a entendu notamment Yann Yambon. Et lui demande une chaîne de commandement plus courte. Est-ce que ça peut se faire sans casser les zones de police à Bruxelles? On a l'impression qu'il y a toujours ça en arrière-plan de ce que dit le ministre ou les hommes politiques flamands en tout cas. Écoutez, je peux vous dire que dans nos zones de police, elles ont été alarmées très très vite et elles se sont spontanément mises au service les unes des autres. Mon commissaire en chef, dès qu'il a appris à la radio, malheureusement à la radio, ce qui se passait, il a appelé directement le commissaire de la ville de Bruxelles et a mis nos capacités policières à sa disposition, notamment pour aller régler la circulation des ambulances qui allaient vers Zaventem, sur notre territoire, et aussi pour aider à gérer la circulation autour de Malbec où il y a eu l'explosion. Donc il y a une très bonne coordination entre les zones de police. Par contre, ce qui m'étonne du ministre de l'Intérieur, c'est que moi, comme bourgmestre, je fais régulièrement 1 à 2 fois par an des exercices de plan d'urgence. Et je coordonne dans ma salle de coordination avec mon commissaire en chef, avec les pompiers, avec les services psychosociaux. On fait des hypothèses, des exercices catastrophes pour se préparer à des catastrophes. Et donc on est prêt. On acquiert les réflexes de prendre les bonnes décisions, de prédire les bonnes personnes, etc. Le problème du ministre de l'Intérieur et au niveau fédéral, c'est qu'il n'avait sans doute jamais fait un exercice de ce genre et que M. Yambon avait l'air de découvrir son obligation de commandement et la manière dont il devait travailler. Et là, à mon avis, le bas a blessé et peut-être que la filière de commandement aurait été plus courte s'il avait, lui, été mieux préparé. Ou s'il avait fait des stress tests. S'il avait fait des stress tests ou des tests d'intervention, des tests de crise. L'alerte nationale a été lancée à 9h03. Pas mal de députés de la majorité ou de l'opposition disent d'ailleurs que c'était trop tard, que c'est déjà très très tard. C'est trop tard. Je ne peux pas me prononcer maintenant parce qu'on n'a pas tous les éléments qui vont se révéler au cours de l'enquête en question. Il y a eu quelques couacs certainement. On peut toujours faire mieux. D'ailleurs, soyons clairs, même quand nous on fait un stress test, on rencontre parfois qu'il y a des petites choses qui ne sont pas parfaites. Donc, on peut toujours améliorer les choses. Ce qui est important ici, c'est de prendre les leçons de ce qui s'est passé, d'améliorer les choses. Et tout le monde l'a dit, le ministre aussi, mais tout le monde l'a dit, je crois que toutes les équipes, les pompiers, les policiers, les équipes de secours sont intervenus dans des conditions absolument inimaginables et avec beaucoup de professionnalisme. Cette commission n'a pas fini son travail, exactement. Comme vous le disiez. Elle a terminé son premier chapitre, mais il y en a encore pas mal après. Alors, il y a un débat au Parlement bruxellois qui n'est pas en vacances, ce Parlement bruxellois, et un débat qui a suscité beaucoup d'intérêt, et notamment le vôtre. Vous avez été très hargneux, m'a-t-on dit dans les débats, sur les contrats de quartier. On est en train donc de voter un nouveau texte sur les contrats de rénovation urbaine. C'est une occasion de revitaliser de nouveaux quartiers. Alors, il y a déjà des contrats de quartier qui existaient. Pourquoi faut-il les changer? Pourquoi faut-il les adapter? Mais le gouvernement vient avec la volonté de moderniser le texte qui s'applique aux contrats de quartier, au programme de revitalisation des quartiers. Il ajoute un mécanisme régional, supracommunal, pour donner plus de force sur des grands axes qui structurent la ville à travers plusieurs communes. Et puis il y intègre la politique de la ville. Je pense que tout ça est important. Parce qu'on le sait, on le répète, et ceux qui connaissent Bruxelles le savent, il y a toujours un risque de dualisation des quartiers dans Bruxelles. Il y a des quartiers où la vie est un peu plus difficile, les densités de population est plus grande, il y a des concentrations de gens plus pauvres ou des gens qui sont plus frappés par le chômage. Et dans ces quartiers-là, il ne faut pas que la situation se dégrade. Et donc, la politique de revitalisation urbaine qui a été lancée déjà en 1995, c'est plus d'1 milliard qui a été investi depuis une vingtaine d'années dans ces quartiers, qui a fait beaucoup de bien à l'aménagement de l'espace public, au réaménagement des quartiers, à les construire sur des terrains vagues, à aménager des espaces publics, des espaces verts, des salles de quartier, des maisons de jeunes, des choses comme ça qui permettent d'améliorer la vie dans les quartiers. On doit s'interroger aujourd'hui de savoir si on en a fait assez. Moi, je pense qu'il faut en faire plus. Je pense en tout cas qu'on ne peut pas, dans ces quartiers populaires, ces quartiers denses, en faire des ghettos sociaux. Il faut que ces quartiers soient ouverts, que d'autres populations puissent venir y habiter pour recréer de la mixité sociale, que ces quartiers redeviennent attractifs pour la classe moyenne. Et pour ça, il faut faire des efforts d'investissement pour que ces quartiers redeviennent agréables. Et c'est pour ça que j'ai
je suis intervenu au Parlement avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, parce que je veux qu'on réussisse cela. On a parfois investi beaucoup d'argent dans des quartiers difficiles, et 10 ans après, on a l'impression que la situation ne s'est pas améliorée. Elle ne s'est pas améliorée. Pourquoi? On doit en tirer les leçons aujourd'hui, mais à mon sens, parce qu'on a investi dans la brique. C'est important, on a réaménagé les trottoirs, on a fait un parc, on a mis l'éclairage public, on a rénové les chancres, tout ça est très bien. Mais on n'a pas donné aux communes les moyens suffisants d'assurer la qualité de service qui fait que ces quartiers redeviennent attractifs, que la propreté publique soit garantie, que le respect des règles de vie en commun soit garanti, que les questions de respect des autres, dans le tapage, dans l'occupation de l'espace, que toutes ces questions qui font qu'un quartier est confortable ou pas confortable ne sont pas garanties suffisamment par des moyens financiers qui permettent à ces communes d'assurer ces services. Donc on a fait la moitié du travail. Vous voulez dire, c'est 20 ans de contrat de quartier, on a beaucoup bétonné. Non, pas bétonné. On a mais fait en beauté, peut-être. On a amélioré les quartiers. Les quartiers sont plus agréables qu'auparavant. Leur apparence est bien meilleure qu'auparavant. C'est une bonne politique et il faut continuer à le faire parce qu'il y a encore des terrains aménagés en espace vert, il y a encore des chancres à rénover, des immeubles à l'abandon qu'il faut réaménager en logement. Mais qui va décider, Bernard Clairfayie? Parce qu'aujourd'hui, la région reprend quand même un petit peu en main, puisque les décisions passeront par la région. La commune ne pourra pas décider seule. Alors, pour les contrats de quartier, c'est un contrat. La région finance, la commune met en œuvre, décide du programme et met en œuvre. Pour la politique dite de la ville, c'est aussi une politique d'accompagnement social dans ces quartiers. C'est la commune qui propose un programme et c'est le gouvernement qui finance, mais la commune le met en œuvre. Et puis il y a les contrats régionaux qui visent des espaces qui sont à cheval sur 2 ou 3 communes. Par exemple, le gouvernement a désigné un périmètre de contrat de rénovation urbaine autour de la gare du Nord, qui est à cheval sur le territoire de Bruxelles-Ville, de Schaerbeek et de Saint-Josse. Et on va pouvoir, les 3 communes, avec la région, travailler ensemble à améliorer l'espace public, les grandes voiries, les grands accès, les alentours et les abords de cette zone-là, pour avoir une vision cohérente de la ville, et ce n'est pas une mauvaise idée. Et par exemple, si on prend cet exemple de la gare du Nord, en combien d'années croyez-vous que l'on peut sortir ce quartier-là de l'état dans lequel il est aujourd'hui? Ça dépendra des moyens qu'on y met, ça dépendra des politiques qu'on y met, ça dépendra de la justesse des politiques qu'on met en œuvre. C'est un quartier qui est caractérisé par une densité de population très élevée, et donc il faut peut-être accepter de dédensifier le quartier, c'est-à-dire créer de l'espace public et moins de densité de logement. C'est un quartier qui est un grand quartier de passage à cause de la gare, et donc il faut être certain que tous les gens qui passent, les gens qui viennent, les gens qui vivent, soient en mesure de respecter toutes les règles de vie en commun, de respecter le quartier, de respecter les gens qui y vivent pour qu'on ait envie de venir s'y installer. Un travail de plusieurs années. Exactement. Merci Bernard Clairfayie. On se retrouve demain pour une autre interview avec Jacques Brocchi. Bonne soirée.